La soirée tombe sur Montpellier avec une douceur trompeuse, comme si rien ne pouvait troubler l'équilibre fragile des existences qui s'y croisent. Pourtant, derrière les portes closes et les silences trop longs, plusieurs décisions s'apprêtent à modifier profondément le cours des choses. Certaines naissent d'un sursaut de lucidité, d'autres d'une fatigue morale accumulée depuis trop longtemps, mais toutes auront des conséquences qu'aucun des protagonistes ne mesure encore pleinement. Chez Yann, l'atmosphère est lourde d'une tension qu'il ne parvient plus à contenir. Johanna est installée à la table du salon, entourée de dossiers soigneusement classés, le formulaire d'agrément étalé devant elle comme une promesse concrète d'avenir. Elle parle avec sérieux des démarches administratives, des délais, des rendez-vous à venir, et son enthousiasme discret contraste avec le trouble intérieur de Yann. Il l'observe sans réussir à soutenir son regard plus de quelques secondes, envahi par un sentiment de culpabilité qui le ronge silencieusement. Il sait qu'il s'est égaré. Il sait qu'il a laissé s'installer une distance qu'il n'a pas su expliquer, et qu'au lieu d'affronter ce malaise, il a choisi la fuite. Ce n'est ni un manque d'amour ni une volonté de destruction, mais une faiblesse, un moment d'égarement qu'il peine lui-même à comprendre. Lorsqu'il finit par parler, sa voix est plus grave que d'ordinaire et ses mots semblent peser lourdement dans l'air. Il reconnaît ne pas avoir été à la hauteur, admet s'être laissé happer ailleurs au lieu de rester pleinement présent auprès d'elle, et confesse qu'il s'en veut de l'avoir délaissé ces dernières semaines. Johanna, de son côté, n'interprète pas ses aveux comme une trahison. Elle y voit la fatigue d'un homme sous pression, la fragilité passagère de celui qu'elle aime. Dans un élan presque instinctif, elle prend sur elle une part de responsabilité qui ne lui appartient pas vraiment, expliquant qu'elle s'est peut-être trop investie dans son travail, qu'elle a pu paraître distante, absorbée par ses dossiers. Leur échange, en apparence apaisé, repose pourtant sur un malentendu profond. Ils se pardonnent des absences différentes, sans mesurer que l'écart entre leurs perceptions laisse subsister une fissure invisible. Pendant ce temps, dans un autre appartement, Pablo met en scène une maladie qu'il n'a pas. Il se tient légèrement voûté, la main posée sur le ventre, évoquant une gastro soudaine pour justifier son absence au lycée. Sabine s'inquiète immédiatement, Hugo propose de rester, mais Pablo insiste pour les rassurer. Il minimise les symptômes, affirme que ce n'est rien de grave, qu'il a seulement besoin de repos. Son mensonge est fragile, mais il est prononcé avec suffisamment d'assurance pour convaincre. Dès que Sabine et Hugo quittent l'appartement, la tension change de nature. Caroline apparaît, déterminée, consciente de l'importance de ce qu'il s'apprête à faire. Il ne s'agit pas d'une simple fouille par curiosité, mais d'une quête précise, retrouver la clé USB de Martin, cet objet minuscule qui pourrait contenir des informations capitales. Ils se mettent au travail méthodiquement, explorant chaque tiroir, chaque étagère, chaque recoin susceptible d'avoir servi de cachette. Les heures passent et l'appartement, progressivement retourné, semble pourtant refuser de livrer son secret. La fatigue s'installe, accompagnée d'un doute insidieux. Caroline commence à se demander si la clé ne se trouve plus ici, si quelqu'un d'autre ne l'a pas déjà récupérée. Pablo, lui, refuse de céder à ce découragement. Il est persuadé que Martin a voulu laisser une trace, qu'il a dissimulé cette clé dans un endroit stratégique, presque symbolique. Alors que la journée s'achève sur une impression d'échec, un souvenir s'impose brusquement à lui. Le soir du dîner, Martin était entré dans sa chambre et s'était attardé près du bureau. Ce détail, qui lui avait semblé anodin, prend soudain une importance capitale. Pablo se précipite dans sa chambre, s'agenouille, glisse la main sous le plateau du bureau et fouille à l'aveugle. Ses doigts rencontrent d'abord la poussière, puis une surface dure et familière. Lorsqu'il retire la main, la clé USB apparaît dans sa paume, discrète mais lourde de promesses. Il échange un regard intense avec Caroline, conscient que cette découverte pourrait bouleverser non seulement l'enquête sur Martin Serrac, mais aussi leur propre situation. Au même moment, au palais de justice, une enveloppe anonyme vient être déposée sur le bureau de la juge Alphand. À l'intérieur se trouve une enquête détaillée sur la société où travaillait Martin. La juge comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un hasard et que quelqu'un cherche à orienter les investigations. Elle contacte Baker et lui propose d'explorer cette piste, évoquant avec un léger sourire un coup du destin, tout en sachant que cette avancée pourrait marquer un tournant décisif. Tandis que ces éléments s'assemblent lentement, Yann, lui, compose un numéro qu'il connaît trop bien. Il demande à Lucie de le rejoindre sur la plage, affirmant qu'il a besoin de lui parler. L'endroit est presque désert lorsqu'il se retrouve, balayé par un vent frais qui accentue la gravité du moment. Lucie perçoit immédiatement que la discussion ne sera pas anodine, mais elle refuse d'en anticiper la conclusion. Yann ne cherche pas à prolonger l'illusion. Il explique qu'il est préférable qu'ils cessent de se voir, qu'il n'aurait jamais dû s'engager dans cette relation parallèle et qu'il souhaite y mettre un terme définitif.
Ces mots sont posés, presque froids, comme s'il tentait de rationaliser ce qui, en réalité, est chargé d'émotion. Lucie reçoit cette décision avec une dignité blessée. Elle lui rappelle implicitement que rien n'était imposé, que cette histoire était le fruit d'un choix partagé. Cependant, face à la détermination de Yann, elle comprend que toute tentative de discussion serait vaine. Elle s'éloigne sans éclat, mais avec une colère contenue qui la pousse, un peu plus tard, à se rendre au stand de tir. Chaque détonation lui offre un exutoire, une manière de canaliser l'humiliation ressentie. Un homme présent sur place engage la conversation et lui propose de venir à l'inauguration d'un restaurant, suggérant qu'un changement d'air pourrait être salutaire après une rupture. Lucie hésite brièvement, puis accepte, davantage par besoin d'échapper à la solitude que par réel intérêt. Parallèlement, chez Elle Cosmétiques, une simple erreur d'étiquetage provoque chez Gabin une réaction disproportionnée. Léo lui fait remarquer la faute avec fermeté, soulignant les conséquences possibles pour l'entreprise. La remarque agit comme un déclencheur, la respiration de Gabin se bloque, sa vision se trouble et une violente crise d'angoisse le submerge. Henrik intervient rapidement, comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple contrariété et s'efforce de le rassurer tout en corrigeant l'erreur. Peu à peu, Gabin avoue souffrir d'anxiété généralisée et être suivi par des professionnels. Il explique qu'il suit un traitement, mais que le moindre stress peut provoquer chez lui une montée incontrôlable de panique, accompagnée de la sensation imminente de mourir. Persuadé qu'il va être licencié, il redoute la réaction de son supérieur. Henrik, au contraire, le rassure et lui promet de trouver des solutions pour éviter que ce type de situation ne se reproduise. Soutenu, Gabin parvient à retrouver un sourire fragile. Lorsque Yann rentre chez lui, il porte encore le poids de la rupture. Johanna perçoit son trouble, mais choisit de ne pas l'interroger davantage. Ensemble, ils reprennent le dossier d'agrément, discutent des mois à venir, imaginent l'arrivée d'un bébé dans leur vie. Ils se projettent dans une normalité rassurante, persuadés que l'essentiel est préservé. Pourtant, sous cette apparente sérénité, plusieurs vérités demeurent en suspens. Une clé USB attend d'être analysée, une enveloppe anonyme pourrait faire éclater de nouvelles révélations, et une femme blessée pourrait décider que le silence n'est plus une option. L'équilibre est fragile, et chacun avance sans savoir à quel point le moindre geste pourrait tout faire basculer. La nuit a enveloppé Montpellier d'un calme trompeur, mais aucun des protagonistes de cette journée ne trouve véritablement le repos. Chacun, à sa manière, porte en lui une tension silencieuse qui ne demande qu'à éclater. Les décisions prises quelques heures plus tôt continuent de vibrer sous la surface des apparences, comme une onde invisible prête à se transformer en déflagration. Dans sa chambre, Lucie ne parvient pas à dormir. La proposition d'inauguration qu'elle a acceptée au stand de tir lui revient en mémoire sans cesse, non pas comme une perspective enthousiasmante, mais comme un pansement maladroit posé sur une blessure ouverte. Elle revoit la scène sur la plage avec une précision presque douloureuse, le regard fermé de Yann, la froideur calculée de ses mots, la manière dont il a parlé d'erreur comme si leur histoire n'avait été qu'un écart insignifiant. Ce n'est pas seulement la rupture qui la ronge, c'est la sensation d'avoir été reléguée au rang d'accident. Elle ne peut s'empêcher de repenser aux instants où il lui avait assuré qu'il étouffait, qu'il avait besoin d'air, qu'il se sentait incompris. Elle se demande si ces confidences étaient sincères ou simplement le carburant nécessaire pour alimenter une liaison dont il voulait aujourd'hui effacer toute trace. Plus la nuit avance, plus l'humiliation se transforme en colère lucide. Elle comprend que la douleur n'est pas seulement affective, elle touche à son orgueil, à sa dignité, à cette part d'elle qui refuse d'être sacrifiée pour préserver le confort d'un homme incapable d'assumer ses choix. Pendant ce temps, chez Yann et Johanna, le silence de la nuit n'a rien d'apaisant. Johanna s'est endormie, épuisée par sa journée et par l'émotion liée à leur projet d'adoption. Yann, lui, reste éveillé, les yeux ouverts dans l'obscurité. Il écoute la respiration régulière de celle qui partage sa vie et tente de se convaincre qu'il a fait ce qu'il fallait. Mettre fin à sa relation avec Lucie était une nécessité, se répète-t-il, une manière de sauver ce qui compte vraiment. Pourtant, une part de lui ne parvient pas à ignorer le trouble qu'il a perçu dans le regard de Lucie au moment de la rupture. Il sait que la décision était inévitable, mais il pressent aussi que les conséquences ne s'effaceront pas aussi facilement. Le soulagement qu'il espérait ressentir est mêlé d'une inquiétude diffuse. Il mesure, sans vouloir l'admettre pleinement, que le passé a parfois la capacité de ressurgir au moment le moins opportun. En refermant les yeux, il tente de se projeter vers l'avenir qu'il dessine avec Johanna, vers cette chambre d'enfant qu'ils imaginent déjà, vers cette nouvelle étape censée consolider leur couple. Il s'accroche à cette image comme à une promesse de stabilité. Au petit matin, Pablo et Caroline se retrouvent face à la clé USB posée sur la table du salon.
La fatigue de la veille laisse place à une tension concentrée. Ils savent que l'objet qu'ils ont retrouvé pourrait contenir des éléments déterminants concernant Martin Serac. Pourtant, ils hésitent à la brancher immédiatement. Ce qu'ils découvriront pourrait bouleverser non seulement l'enquête en cours, mais aussi leur propre situation. La prudence s'impose, car la moindre erreur pourrait attirer l'attention de ceux qui cherchent déjà à comprendre ce qui s'est réellement passé. Pablo ressent un mélange d'excitation et d'appréhension. Il se souvient du regard de Martin, de ses silences lourds de sous-entendus, et il ne peut s'empêcher de se demander ce que ce dernier a voulu protéger ou dénoncer en dissimulant cette clé. Caroline, plus pragmatique, insiste sur la nécessité d'agir avec méthode. Ils doivent d'abord s'assurer que le contenu ne risque pas de les compromettre davantage. La clé n'est pas seulement un indice, elle est une porte vers une vérité dont ils ignorent encore la portée. Dans le même temps, la juge Alphand étudie attentivement le dossier anonyme déposé sur son bureau. Les documents sont détaillés, précis, et révèle des irrégularités troublantes au sein de la société où travaillait Martin. Elle comprend rapidement que cette enquête parallèle pourrait mettre au jour un réseau plus complexe qu'il n'y paraît. En proposant à Baker d'approfondir cette piste, elle agit avec la conviction qu'il tienne enfin un fil solide. Toutefois, elle reste consciente que ce type d'information n'arrive jamais par hasard. Quelqu'un a décidé de parler, et ce geste n'est pas dénué d'intention. Au commissariat, les discussions autour de Pablo prennent une tournure plus tendue. Thierry, convaincu que le témoignage recueilli sur l'autoroute suffit à engager des poursuites, milite pour une mise en examen rapide. Il se montre sensible aux articles parus dans la presse, qui adoptent un ton sans nuance et alimentent le soupçon. Aude, en revanche, demeure prudente. Elle sait que les emballements médiatiques peuvent fausser le regard porté sur une affaire et préfère attendre des éléments plus tangibles avant de tirer des conclusions hâtives. Cette divergence d'approche crée une tension latente, révélatrice des pressions exercées sur l'enquête. Chez Elle Cosmétique, Gabin tente de reprendre le cours normal de son travail après l'épisode de la veille. Le soutien d'Henrik l'a apaisé, mais il reste conscient de sa fragilité. Chaque geste lui demande un effort supplémentaire, chaque vérification devient un moyen de prévenir une nouvelle erreur. Il craint le regard des autres, redoute d'être perçu comme instable ou incapable. Pourtant, le fait d'avoir osé parler de son anxiété constitue déjà un pas important. Henrik, fidèle à sa promesse, veille discrètement à alléger la pression qui pèse sur lui, conscient que la compréhension vaut mieux que la sanction. À mesure que la journée avance, les trajectoires de chacun semblent évoluer en parallèle, comme si une force invisible les guidait vers un point de convergence. Lucie, toujours hantée par la rupture, commence à envisager la possibilité de ne pas garder le silence. L'idée de révéler la vérité à Johanna s'insinue dans son esprit non pas comme une vengeance impulsive, mais comme une manière de rétablir un équilibre qu'elle estime injuste. Elle se demande ce que Johanna ferait si elle connaissait la double vie que Yann vient d'enterrer. La question la poursuit, insidieuse, et nourrit une détermination nouvelle. De son côté, Yann tente de se comporter comme si rien n'avait changé. Il adopte une attitude attentive auprès de Johanna, participe activement aux démarches liées à l'agrément et se montre plus présent qu'il ne l'a été depuis longtemps. Cette implication est sincère, mais elle est aussi traversée par une volonté de compenser. Il veut croire qu'en consolidant son couple, il effacera l'ombre de Lucie. Or certaines ombres, lorsqu'elles sont ignorées, prennent des proportions inattendues. Ainsi, derrière l'apparente normalité de la vie quotidienne, les lignes commencent à bouger imperceptiblement. Une clé USB prête à livrer ses secrets, une enquête anonyme qui pourrait renverser les certitudes, une femme blessée qui hésite entre silence et révélation, et un homme convaincu d'avoir refermé une parenthèse alors qu'il n'a fait qu'en déplacer les conséquences. Les événements s'enchaînent sans éclat, mais leur accumulation dessine déjà les contours d'une tempête à venir. La journée s'installe avec une lenteur trompeuse, comme si tout cherchait à reprendre un rythme ordinaire. Pourtant, derrière chaque geste banal, une tension sourde continue de circuler, prête à faire vaciller les équilibres les plus fragiles. Pablo et Caroline finissent par brancher la clé USB, non sans un long moment d'hésitation. Le simple clic du port USB semble résonner plus fort que d'habitude dans le silence du salon. L'écran s'allume, révélant une série de dossiers soigneusement nommés. Il ne s'agit pas de fichiers désordonnés, mais d'un archivage méthodique, presque prévoyant. Martin n'a rien laissé au hasard. Plus Pablo parcourt les premiers documents, plus son visage se ferme. Des rapports internes, des échanges de mails, des tableaux financiers. Certaines transactions paraissent normales à première vue, mais d'autres soulèvent des incohérences troublantes. Il comprend rapidement que la société où travaillait Martin dissimulait peut-être des pratiques douteuses, voire illégales. L'idée que Martin ait pu vouloir dénoncer ces agissements s'impose peu à peu.
Caroline observe Pablo avec inquiétude. Elle perçoit dans son regard ce mélange d'excitation et d'angoisse qui accompagne les grandes découvertes. Il réalise que ces fichiers pourraient expliquer bien des choses, mais aussi exposer de nouveaux dangers. Si Martin avait accumulé ces preuves, ce n'était sans doute pas sans raison. Et si quelqu'un soupçonnait l'existence de cette clé, cela signifiait que leur sécurité pouvait être compromise. Il décide de ne rien partager immédiatement. Il faut d'abord comprendre l'ampleur des informations contenues dans ces dossiers. Pablo ressent le poids de la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules. Ce n'est plus une simple curiosité adolescente, c'est une vérité potentiellement explosive. Pendant ce temps, la juge Alphand avance de son côté. Elle confronte certains éléments du dossier anonyme avec les informations déjà en leur possession. Les concordances sont frappantes. Baker, à ses côtés, adopte une posture plus réservée, mais il ne peut ignorer l'importance de cette piste. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler lentement, révélant un tableau plus vaste que celui d'un simple drame isolé. L'affaire prend une dimension économique et peut-être politique qui dépasse les premières hypothèses. Si la société de Martin était impliquée dans des malversations, cela pourrait expliquer certaines pressions, certains silences, certaines décisions prises dans l'ombre. La juge sent que le dossier est en train de changer de nature. Il ne s'agit plus uniquement d'identifier un responsable direct, mais de comprendre un système. Au commissariat, Thierry continue de défendre l'idée d'une mise en examen rapide de Pablo. Il estime que l'opinion publique réclame des réponses claires et qu'il est dangereux de laisser planer le doute. Aude, plus méthodique, rappelle que les apparences peuvent être trompeuses et que la précipitation risque de compromettre l'enquête. Leur désaccord révèle deux visions opposées de la justice, l'une guidée par l'urgence et la pression extérieure, l'autre par la patience et l'exigence de preuves solides. Yann, quant à lui, tente de s'immerger dans sa routine pour faire taire ses propres tourments. Il accompagne Johanna à un rendez-vous préparatoire concernant leur dossier d'agrément. Il répond aux questions avec application, parle de stabilité, de projet familial, d'engagement. Il se montre attentif, présent, presque exemplaire. Cette image qu'il renvoie correspond à ce qu'il veut être, à ce qu'il croit être capable de devenir. Pourtant, une part de lui reste en alerte. Il redoute un appel inattendu, un message imprévu. Il sait que Lucie n'a pas accepté la rupture avec indifférence. Il repense à son regard sur la plage, à cette blessure contenue qui en disait long. Il espère qu'elle tournera la page, qu'elle choisira la dignité plutôt que la confrontation. Mais l'incertitude demeure. Lucie, de son côté, oscille entre fierté et rancœur. L'invitation au restaurant n'a pas dissipé son trouble. Au contraire, elle lui a permis de mesurer à quel point elle se sentait humiliée. Elle analyse chaque détail de sa relation avec Yann, chaque promesse implicite, chaque moment d'intimité. Elle se demande si tout cela n'était qu'un refuge temporaire pour lui, une parenthèse refermée dès qu'elle devenait inconfortable. Plus elle y réfléchit, plus l'idée de parler à Johanna gagne du terrain. Non pas par simple vengeance, mais par besoin de vérité. Elle estime que Johanna a le droit de savoir. Ce raisonnement lui permet de transformer sa colère en justification morale. Pourtant, elle sait aussi que cette révélation déclencherait une onde de choc incontrôlable. Chez Elle Cosmétique, Gabin tente de s'accrocher à la normalité. La crise d'angoisse de la veille l'a laissé épuisé, mais le soutien d'Henrik lui donne la force de continuer. Il prend davantage de précautions, relit chaque étiquette, vérifie chaque commande. Il ne veut plus être celui qui flanche. Toutefois, l'anxiété ne disparaît pas par simple volonté. Elle demeure tapie, prête à surgir au moindre faux pas. Henrik, fidèle à sa promesse, veille discrètement à maintenir un climat bienveillant autour de lui. Il comprend que la performance ne peut exister sans sécurité psychologique. Ce geste, en apparence simple, change pourtant quelque chose d'essentiel pour Gabin, la sensation de ne pas être seul face à sa fragilité. Au fil des heures, les trajectoires se rapprochent imperceptiblement. La clé USB entre les mains de Pablo pourrait réorienter l'enquête que la juge Alphand s'apprête à approfondir. Les tensions internes au commissariat pourraient précipiter une décision hâtive. Et la rancœur de Lucie pourrait fissurer l'équilibre fragile que Yann et Johanna tentent de consolider. La ville poursuit son rythme, indifférente en apparence aux drames individuels qui s'y jouent. Mais sous cette surface tranquille, les certitudes commencent à se fissurer. Chacun avance avec l'illusion de contrôler son destin, sans mesurer que les choix faits dans l'ombre finissent toujours par réclamer la lumière. À mesure que la journée avance, les tensions latentes commencent à prendre une consistance plus concrète. Ce qui, jusque-là, n'était qu'une accumulation de doutes et de soupçons se transforme en mouvement plus affirmé, presque irréversible. Chacun, sans en avoir pleinement conscience, se rapproche d'un point de bascule. Chez Pablo, l'analyse des fichiers contenus dans la clé USB devient plus méthodique.
Après le choc initial, il adopte une posture plus rationnelle. Il ne s'agit plus seulement de découvrir, mais de comprendre. Les documents révèlent des flux financiers inhabituels, des correspondances internes marquées par des formulations prudentes, parfois cryptées. Certains noms reviennent avec insistance, dessinant les contours d'un réseau discret mais structuré. Caroline, à ses côtés, l'aide à trier les informations. Elle insiste sur la nécessité de garder une trace de leur découverte sans pour autant alerter qui que ce soit prématurément. Ils comprennent que Martin n'était pas seulement un employé inquiet, mais probablement un homme qui avait commencé à rassembler des preuves. Cette clé USB apparaît comme un héritage involontaire, une transmission silencieuse d'une vérité que Martin n'a pas eu le temps de révéler. Plus ils avancent, plus une inquiétude sourde s'installe. Si Martin avait découvert quelque chose d'important, il est possible que d'autres le sachent. Et si ces autres soupçonnent l'existence de la clé, alors Pablo et Caroline se trouvent désormais dans une position délicate. Le secret qu'ils détiennent n'est pas neutre, ils les exposent. Au palais de justice, la juge Alphand poursuit son travail avec une concentration accrue. Les éléments fournis dans l'enveloppe anonyme se recoupent avec certaines anomalies déjà relevées dans le dossier. Elle échange longuement avec Baker, explorant les implications possibles. Leur discussion prend une dimension stratégique. S'il s'agit d'un système organisé, il faudra agir avec prudence pour éviter toute fuite. Baker, conscient des enjeux, adopte une posture pragmatique. Il sait que la médiatisation excessive pourrait compromettre des mois d'enquête. Pourtant, il sent également que le temps joue contre eux. Plus ils tardent à agir, plus les preuves risquent de disparaître. Cette tension entre précipitation et prudence devient le fil conducteur de leurs échanges. Au commissariat, Thierry maintient sa pression concernant Pablo. Il considère que les indices existants justifient une action rapide et que retarder une mise en examen serait perçu comme une faiblesse. Aude, fidèle à sa ligne de conduite, insiste sur la nécessité de consolider le dossier avant toute décision. Elle rappelle que les affaires médiatisées peuvent facilement déraper lorsque les certitudes ne reposent pas sur des bases solides. Cette divergence crée un climat électrique, révélateur des tensions internes qui traversent l'enquête. Chacun défend sa vision de la justice, mais au fond, tous cherchent la même chose, éviter l'erreur irréparable. Pendant ce temps, Yann tente de maintenir une façade de normalité. Il multiplie les attentions envers Johanna, participe activement aux démarches liées à leur projet d'adoption et se montre plus présent qu'il ne l'a été depuis longtemps. Johanna, rassurée par cette implication, se laisse gagner par un sentiment de stabilité retrouvée. Elle évoque l'idée d'aménager une chambre, parle de couleurs apaisantes, imagine des scènes de vie à trois. Yann écoute, sourit, répond avec sincérité. Il veut croire que cette projection vers l'avenir suffira à effacer les ambiguïtés du passé récent. Pourtant, une part de lui demeure en tension constante. Il surveille son téléphone avec une vigilance involontaire, redoutant un message de Lucie. Il sait que la rupture a été brutale et que la blessure qu'il a infligée ne se refermera pas d'elle-même. Lucie, quant à elle, ne parvient pas à trouver l'apaisement. La colère initiale s'est transformée en réflexion froide. Elle repense à chaque conversation, à chaque confidence échangée avec Yann. Elle se souvient de ses promesses implicites, de ses doutes exprimés sur sa relation avec Johanna. Plus elle analyse ses souvenirs, plus elle ressent l'injustice de la situation. Elle a partagé une part intime de sa vie avec un homme qui, aujourd'hui, prétend n'avoir commis qu'une erreur. Cette prise de conscience alimente une détermination nouvelle. L'idée de révéler la vérité à Johanna cesse d'être une simple impulsion et devient une option sérieusement envisagée. Elle se dit que le silence reviendrait à accepter une version tronquée de l'histoire. Pourtant, elle mesure aussi les conséquences possibles d'une telle révélation. Elle ne veut pas agir sous le coup de la colère, mais elle refuse d'être la seule à porter le poids du secret. Chez Elle Cosmétiques, Gabin traverse une phase de vigilance accrue. Chaque tâche est exécutée avec une précision presque excessive. Il craint le moindre faux pas, conscient que sa fragilité pourrait être perçue comme un handicap professionnel. Cependant, le soutien d'Henrik lui permet de maintenir un équilibre précaire. Le simple fait d'avoir été entendu et compris a modifié son rapport au travail. Henrik observe discrètement l'évolution de son employé. Il sait que l'anxiété ne disparaît pas par décret, mais il est convaincu que la confiance peut atténuer ses effets. Cette bienveillance crée un contraste avec la dureté des autres sphères de l'épisode, où la pression et le secret dominent. À mesure que les heures passent, les fils invisibles reliant ces différentes intrigues se resserrent. La clé USB détenue par Pablo pourrait entrer en résonance avec l'enquête approfondie par la juge Alphand. Les tensions internes au commissariat pourraient influencer le traitement de l'affaire. Et la décision que Lucie s'apprête à prendre pourrait bouleverser l'équilibre fragile du couple formé par Yann et Johanna.
Chacun agit en fonction de ses peurs, de ses loyautés, de ses convictions. Mais aucun ne semble mesurer à quel point leurs trajectoires sont désormais interdépendantes. Ce qui n'est encore qu'une succession de choix individuels pourrait bientôt se transformer en une collision inévitable. La ville, indifférente en apparence, continue de vibrer au rythme de ses habitants. Pourtant, sous cette normalité de façade, une mécanique plus profonde est en marche. Les secrets accumulés réclament la lumière, les blessures dissimulées exigent réparation, et les décisions prises dans l'ombre s'apprêtent à produire leurs effets. L'équilibre commence à se fragiliser imperceptiblement, comme une structure dont les fondations ont été fissurées sans que personne n'en perçoive encore l'ampleur. Les événements semblent évoluer séparément, mais une tension commune les relie, un fil invisible prêt à se tendre davantage. Chez Pablo, la découverte de la clé USB ne cesse de résonner dans son esprit. Après avoir exploré une partie des fichiers, il comprend que Martin ne s'était pas contenté de conserver quelques documents compromettants. Il avait méthodiquement rassemblé des éléments susceptibles de mettre en cause sa propre entreprise. Certains échanges laissent entendre que des irrégularités étaient connues en interne, mais dissimulées sous des prétextes techniques ou administratifs. Pablo réalise que Martin était probablement arrivé à un point de non-retour. Soit il révélait ce qu'il savait, soit il devenait une menace pour ceux qui avaient intérêt à maintenir le silence. Cette hypothèse fait naître une inquiétude nouvelle, et si la mort de Martin n'était pas seulement un accident ou un concours de circonstances malheureuses? Et si cette clé était la pièce que quelqu'un cherchait à récupérer? Caroline partage cette inquiétude. Elle insiste sur la nécessité de réfléchir avant toute action. Remettre ces informations directement aux autorités pourrait les exposer. Les conserver trop longtemps pourrait les mettre en danger. Il se trouve dans une zone grise où chaque décision comporte un risque. Pendant ce temps, la juge Alphand approfondit son analyse du dossier anonyme. Les incohérences financières qu'elle met au jour commencent à dessiner un schéma plus large. Certaines transactions semblent avoir été validées malgré des alertes internes. Des signatures apparaissent à plusieurs reprises, révélant une chaîne de responsabilités potentiellement compromettantes. Baker, de son côté, s'interroge sur l'origine de l'enveloppe. Qui a intérêt à faire avancer l'enquête maintenant? Est-ce un lanceur d'alerte interne ou une manœuvre destinée à orienter l'attention ailleurs? Cette question nourrit leur prudence. Ils savent que toute avancée trop rapide pourrait alerter ceux qui ont quelque chose à perdre. Au commissariat, Thierry intensifie sa pression. Les articles publiés dans la presse renforcent sa conviction qu'il faut agir. Il considère que laisser Pablo hors de toute procédure formelle risque de donner l'impression d'une justice hésitante. Aude, fidèle à son approche rigoureuse, rappelle que l'opinion publique ne doit pas dicter le rythme d'une enquête. Leur opposition devient plus marquée, révélant une fracture méthodologique au sein de l'équipe. Yann, de son côté, tente de s'immerger pleinement dans son quotidien pour éviter de penser aux conséquences de sa rupture avec Lucie. Il accompagne Johanna dans une visite d'appartement envisagée pour accueillir un futur enfant. Ils discutent de l'espace, de la lumière, de la proximité des écoles. Ces conversations concrètes lui offrent un sentiment de stabilité, presque de rédemption. Pourtant, malgré cette projection vers l'avenir, il ne parvient pas à ignorer une sensation persistante d'instabilité. Il sait que la décision prise sur la plage n'efface pas le passé. Il espère que Lucie choisira la discrétion, qu'elle acceptera de tourner la page sans éclat. Mais il comprend aussi qu'il n'a aucun contrôle sur ce qu'elle décidera. Lucie, quant à elle, traverse une phase de réflexion intense. La colère immédiate a laissé place à une détermination plus froide. Elle ne veut pas être réduite à un épisode sans conséquence. Elle se persuade que révéler la vérité à Johanna serait une manière de rétablir un équilibre moral. Toutefois, elle redoute aussi d'apparaître comme celle qui cherche à détruire. Ce dilemme la ronge. Elle oscille entre l'envie de confronter directement Johanna et celle de laisser Yann vivre avec le poids de son secret. Mais plus elle y pense, plus elle se convainc que le silence reviendrait à cautionner une injustice. Elle commence à envisager concrètement la manière dont elle pourrait aborder Johanna sans paraître animée par la vengeance. Chez Elle Cosmétique, Gabin continue de lutter contre ses propres démons. Chaque tâche accomplie sans incident lui procure un soulagement fragile. Cependant, il reste conscient que l'anxiété ne disparaît pas du jour au lendemain. Le simple fait d'avoir parlé à Henrik a modifié sa perception de lui-même. Il ne se sent plus entièrement isolé face à ces crises. Henrik, fidèle à sa parole, adapte discrètement la répartition des tâches afin d'éviter une surcharge de stress. Ce geste simple, presque invisible pour les autres employés, représente pour Gabin un soutien essentiel. Il comprend que la compréhension peut parfois être plus efficace que la sanction. À mesure que la journée avance,
les différentes intrigues semblent converger vers un point critique. La clé USB pourrait fournir à la juge Alphand les éléments nécessaires pour approfondir son enquête. Les tensions au commissariat pourraient précipiter une décision hâtive concernant Pablo. Et la réflexion de Lucy pourrait aboutir à une confrontation capable d'ébranler le couple formé par Yann et Johanna. Chacun agit en fonction de sa propre logique, mais tous sont liés par une chaîne de conséquences qu'ils ne perçoivent pas encore clairement. La fragilité des équilibres devient plus apparente. Il suffit d'un geste, d'une parole, d'une révélation pour que la situation bascule. La ville continue de vivre, indifférente en apparence à ses drames intimes et judiciaires. Pourtant, sous cette normalité quotidienne, les certitudes vacillent. Les secrets accumulés s'alourdissent, les décisions prises dans l'urgence commencent à produire leurs effets, et l'avenir que certains imaginent paisible pourrait bientôt être confronté à une vérité impossible à ignorer. Plus les heures passent, plus les lignes se resserrent autour de chacun. Ce qui semblait encore fragmenté commence à révéler une cohérence inquiétante. Les décisions individuelles, prises dans des sphères différentes, avancent désormais vers un croisement inévitable. Chez Pablo, l'analyse des fichiers atteint un seuil critique. Certains documents contenus dans la clé USB révèlent des échanges plus explicites que les précédents. Des messages internes laissent entendre que Martin avait signalé des anomalies à sa hiérarchie, anomalies qui auraient été minimisées ou étouffées. Un nom revient avec insistance dans plusieurs correspondances, suggérant qu'une figure influente de la société pourrait être directement impliquée. Cette découverte bouleverse Pablo. Il comprend que Martin n'était pas simplement inquiet, il était déterminé. La clé USB n'était pas une sauvegarde anodine, mais un acte de prévoyance. Martin avait anticipé le danger. Cette prise de conscience renforce l'idée que sa mort ne peut être dissociée du contenu de ses fichiers. Caroline, en observant la gravité qui s'installe sur le visage de Pablo, mesure l'ampleur du risque. Si ces informations venaient à circuler sans protection, ils pourraient devenir des cibles. Ils discutent longuement de la possibilité de transmettre anonymement une copie à la juge Alphand. Cependant, cette option comporte ses propres dangers. Toute trace numérique pourrait être remontée. Pendant ce temps, la juge Alphand intensifie ses vérifications. Les premiers recoupements qu'elle effectue confirment des irrégularités financières significatives. Certaines signatures apposées sur des validations internes correspondent à des personnes occupant des postes stratégiques. Elle commence à envisager que l'affaire Martin dépasse largement un cadre individuel. Baker partage cette inquiétude. Il comprend que si un réseau est impliqué, les pressions pourraient rapidement s'intensifier. Il insiste sur la nécessité de sécuriser chaque étape de l'enquête, de limiter les informations diffusées au strict nécessaire. Ils savent que la moindre fuite pourrait compromettre des mois de travail. Au commissariat, la tension atteint un niveau plus palpable. Thierry considère que l'évolution de l'enquête justifie d'accélérer la procédure contre Pablo, tandis qu'Aude demande du temps supplémentaire pour consolider les éléments. Leur échange devient plus direct, révélant l'impatience de l'un et la prudence méthodique de l'autre. Cette opposition n'est pas seulement professionnelle, elle traduit deux conceptions différentes du risque. Yann, de son côté, commence à ressentir une inquiétude diffuse qu'il ne parvient pas à nommer clairement. Il observe Johanna parler avec enthousiasme de leur projet d'adoption, et une part de lui se sent profondément attachée à cette perspective. Pourtant, une autre part reste sur ses gardes. Il redoute un événement imprévu, une révélation capable d'ébranler la stabilité qu'il tente de reconstruire. Johanna, rassurée par l'implication retrouvée de Yann, ne perçoit pas l'ombre qui plane. Elle se projette avec sincérité dans l'avenir, convaincue que leur couple traverse une phase de renforcement. Elle ignore que l'équilibre repose sur un secret qui pourrait, à tout moment, être mis au jour. Lucy, quant à elle, franchit un pas supplémentaire dans sa réflexion. Elle ne se contente plus d'envisager une révélation, elle commence à organiser ses pensées, à structurer ce qu'elle dirait à Johanna. Elle ne veut ni crier ni accuser, mais exposer les faits avec une froideur assumée. Elle se persuade que la vérité n'est pas une arme, mais un droit. Cependant, plus elle s'approche de cette décision, plus elle mesure l'onde de choc qu'elle provoquerait. Elle imagine le regard de Johanna, la stupeur, la douleur. Elle se demande si elle est prête à porter la responsabilité de ce bouleversement. Ce dilemme devient central, préserver sa propre dignité en parlant ou préserver une paix fragile en se taisant. Chez Elle Cosmétiques, Gabin traverse une journée sans incident majeur. Cette stabilité relative lui offre un répit, mais il reste conscient de sa vulnérabilité. Il comprend que l'anxiété fait désormais partie de son quotidien et qu'il devra apprendre à cohabiter avec elle. Le soutien d'Henrik agit comme un socle discret sur lequel il peut s'appuyer. Henrik, observant les progrès fragiles de Gabin,
se rappelle que la gestion d'une équipe ne repose pas uniquement sur la performance, mais aussi sur l'écoute. Cette dynamique crée un contraste fort avec les autres sphères de l'épisode, où la pression et le secret dominent. À mesure que la soirée approche, les différents fils narratifs semblent converger. Pablo et Caroline envisagent sérieusement de transmettre une copie sécurisée des fichiers à la juge Alphand. Baker et la juge se préparent à franchir une étape décisive dans leur enquête. Thierry pousse pour une action rapide. Lucie s'approche d'une décision capable de bouleverser l'équilibre du couple formé par Yann et Johanna. Le sentiment d'une bascule imminente devient plus tangible. Aucun événement spectaculaire ne se produit encore, mais la tension atteint un point où la moindre étincelle pourrait déclencher une réaction en chaîne. La ville poursuit son rythme, mais sous cette apparente normalité, les certitudes s'effritent. Les secrets accumulés réclament une issue, les décisions différées s'approchent d'un point de non-retour, et chacun avance vers une confrontation dont il ne perçoit pas encore toute la portée. La soirée tombe une nouvelle fois sur Montpellier, mais rien n'est tout à fait semblable à la veille. Les décisions ont été prises, les silences se sont alourdis, et les secrets ont commencé à peser davantage sur ceux qui les portent. L'impression d'un calme fragile domine, comme si chacun retenait son souffle avant une possible rupture. Chez Pablo, la résolution s'impose enfin. Après de longues discussions avec Caroline, il décide de faire une copie sécurisée du contenu de la clé USB. Ils ne peuvent pas garder ces informations pour eux indéfiniment. Plus ils en apprennent, plus ils comprennent que Martin avait découvert quelque chose de sérieux, peut-être de dangereux. Certaines transactions financières révélées dans les fichiers suggèrent une organisation interne prête à étouffer toute tentative de dénonciation. Pablo ressent un mélange de peur et de responsabilité. Il ne s'agit plus seulement d'un mystère à résoudre, mais d'un héritage moral. Martin avait dissimulé ses preuves avec l'espoir, sans doute, qu'elles soient un jour découvertes. Ne rien faire reviendrait à trahir cette intention. Pourtant, transmettre ces éléments signifie aussi entrer dans un jeu dont il ne maîtrise ni les règles ni les acteurs. Caroline insiste sur la prudence. Ils choisissent un canal discret pour faire parvenir une copie des fichiers à la juge Alphand, sans laisser de traces directes de leur implication. Le geste est risqué, mais il marque une étape décisive. En appuyant sur « Envoyer », Pablo comprend que la situation ne pourra plus revenir en arrière. Au palais de justice, la juge Alphand reçoit les nouveaux éléments avec une attention accrue. La cohérence entre les documents anonymes et les fichiers récemment transmis renforce sa conviction qu'il touche à un système structuré. Baker partage son analyse, l'affaire dépasse désormais le cadre d'un simple dossier isolé. Ils doivent agir avec précision et discrétion. La tension devient stratégique. Ils savent que chaque mouvement doit être calculé. Si des responsables influents sont impliqués, la moindre erreur pourrait alerter ceux qu'ils cherchent à confondre. La prudence n'est plus seulement une option, elle devient une nécessité. Au commissariat, Thierry apprend que de nouveaux éléments circulent dans l'enquête. Cette information alimente sa volonté d'accélérer la procédure. Il voit dans ces développements une justification à son insistance. Aude, toujours méthodique, insiste pour analyser les documents avant toute décision hâtive. Leur désaccord atteint un point d'équilibre précaire, chacun sachant que la prochaine étape pourrait définir la suite de l'affaire. Pendant ce temps, la tension atteint un sommet plus intime dans la vie de Yann. Alors qu'il tente de profiter d'un moment calme avec Johanna, son téléphone vibre. Le simple éclair de l'écran suffit à figer son expression. Il ne s'agit pas d'un appel, mais d'un message. Le nom de Lucie apparaît brièvement. Yann ne l'ouvre pas immédiatement. Il ressent ce mélange d'angoisse et de fatalité qui accompagne les conséquences qu'on espérait éviter. Johanna, absorbée par la lecture d'un document lié à leur agrément, ne remarque pas son trouble. Mais l'instant suspendu en dit long. Il comprend que le passé ne disparaît jamais simplement parce qu'on l'a déclaré clos. Lucie, de son côté, a pris une décision. Elle n'a pas encore contacté Johanna, mais elle refuse désormais d'être celle qui porte seule le poids du secret. Le message envoyé à Yann n'est pas une menace explicite, mais un signal clair. Leur histoire ne peut pas être effacée par un simple choix unilatéral. Elle veut une reconnaissance, sinon de l'amour, du moins de la vérité. Chez Elle Cosmétique, la journée se termine sans incident majeur. Gabin, bien que fatigué, ressent une forme de fierté discrète. Il a traversé ses peurs sans céder à une nouvelle crise. Le soutien d'Henrik lui a permis de comprendre que sa vulnérabilité ne le définit pas entièrement. Cette stabilité fragile contraste avec l'agitation souterraine qui traverse les autres sphères de l'épisode. À mesure que la nuit s'installe, chacun se retrouve face à ses propres interrogations. Pablo se demande quelles seront les répercussions de l'envoi des fichiers. La juge Alphand et Baker préparent leur prochaine démarche avec la conscience que l'affaire pourrait prendre une ampleur inattendue.
Thierry et Aude s'apprêtent à confronter leurs visions respectives lors des étapes à venir. Yann, quant à lui, reste immobile un long moment, le téléphone à la main. Il sait que l'équilibre qu'il tente de reconstruire repose sur une vérité incomplète. Johanna parle de l'avenir, d'un enfant qu'il pourrait accueillir dans quelques mois, et cette projection lumineuse contraste violemment avec l'ombre que représente le message non lu. Lucie, en observant la ville depuis sa fenêtre, ressent une étrange sérénité. Elle n'a pas encore tout dit, mais elle a cessé de se taire intérieurement. La rupture sur la plage n'était qu'un début. La question n'est plus de savoir si la vérité émergera, mais quand et sous quelle forme. L'épisode se referme sur cette tension suspendue. Les secrets n'ont pas encore éclaté au grand jour, mais ils ont commencé à se déplacer, à circuler, à menacer les équilibres établis. Une clé USB a changé de main, une enquête a pris une dimension nouvelle, une rupture a ouvert la porte à une possible révélation. Sous le ciel nocturne de Montpellier, chacun avance avec l'illusion de maîtriser la situation. Pourtant, les décisions prises dans l'ombre ont déjà enclenché un mécanisme que nul ne pourra arrêter facilement. La vérité, qu'elle soit judiciaire ou intime, ne demande plus qu'une chose, être confrontée.